avec un focus sur un objet qui subvertisse justement des dualismes comme insider-outsider, qui est justement cet objet de la loi numérique. Et on enchaîne justement avec la deuxième table ronde sur la COP21 et le processus d'élaboration de l'accord de Paris sur le climat. Cette table ronde est animée par Antoine Bourret. Peut-être j'invite tout le monde de venir sur scène. Antoine Bourret, Timothée Urbach et Clémence Allais. La table ronde sera donc animée par Antoine Bourret, qui est sociologue, il est docteur en sociologie et avoir introduit le concept des tiers-lieux dans le monde académique. Il est chercheur à l'Institut des sciences de services informationnels, Centre universitaire d'informatique, UNIGE, et ses travaux visent à identifier les opportunités et les risques que le numérique fait peser sur le processus de conception et de rédaction de textes à caractère normatif, c'est-à-dire les lois, règlements, accords internationaux, etc. Il a cofondé le 3DD, qui est un espace de concertation à Genève. Bonjour à tous. Donc on est en fin de matinée, on va essayer d'animer un peu cette fin de matinée autour d'une discussion et on l'espère, contrairement à ce qui était dit, s'il est possible d'avoir quelques questions, ça peut être intéressant. Dans un premier temps, je vais un peu problématiser la séance, cette séance, et puis ensuite, je vais poser des questions à Timothée et à Clémence pour aller plus loin sur cette histoire, sur le processus d'élaboration de l'accord de Paris. Simone a présenté quelque peu mes travaux, plus particulièrement au Centre universitaire informatique de l'Université de Genève. En tant que sociologue, j'étudie des phénomènes sociaux, mais ce qui est intéressant, c'est avec l'informatique d'essayer de créer artificiellement ces phénomènes sociaux. C'est toute la nuance entre le sociologue qui va observer et puis celui qui va essayer de faire ces phénomènes avec des services digitaux. Actuellement, je travaille particulièrement sur la question des liens potentiels entre les services informatiques et le droit. Alors pour faire ça, on est plusieurs chercheurs académiques de différentes disciplines, de différentes universités, et plusieurs chercheurs non académiques, des entrepreneurs, des gens d'associations, ou simplement des citoyens qui sont engagés sur la question. Et on essaie d'élaborer des services informatiques pour démocratiser le processus de rédaction et de conception des textes normatifs. Notre objectif, c'est de mettre à l'épreuve de l'intelligence collective et de l'information, du monde de l'information, le travail de conception et de rédaction des textes normatifs. En somme, on observe et on collecte des informations officielles et non officielles, des docs de travail, des échanges, des messages. On étudie des bases de données pour comprendre avec précision comment sont conçues et puis ensuite comment petit à petit sont rédigées les normes. On explore la manière dont les services informatiques font progresser ce processus. Il a été question de la fabrique de la loi. C'est un service informatique qui permet d'améliorer la compréhension de ce processus. Et effectivement, comme il a été question tout le long de la matinée, ces processus sont extrêmement documentés. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, comment on fait ? En fait, il y a trois niveaux actuellement qu'on explore particulièrement. Celle de la conception collective, comment on conçoit collectivement ces normes. Celle qu'on a qualifiée d'empreinte normative. En fait, comment parvenir à montrer toutes les personnes et leurs influences sur un texte normatif, depuis le tout début jusqu'à la fin. De le montrer pour avoir une totale transparence et aussi une compréhension des jeux d'acteurs. Et ensuite, enfin, la question de la mémoire sémantique, c'est-à-dire de l'analyse de texte, de l'internormativité, la question d'internormativité, les redondances, et puis aussi travailler sur les modérations. Les services informatiques le permettent bien actuellement, ces choses-là. Alors de quelles normes il est question ? On traite aussi bien des normes de droit, c'est-à-dire les textes de loi, les règlements, les accords internationaux, mais aussi des normes techniques. Je pense aux standards ISO. C'est intéressant, ces deux formes de normes qui se ressemblent en fait.
les droits, les normes de droit ont une dimension démocratique que les normes techniques n'ont pas, mais en fait, le processus de conception et de rédaction se ressemble. C'est un peu la même chose. En fait, lorsqu'on étudie ces deux choses, il y a une chose, ces deux types de normes, en fait, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que, hormis le temps que ça prend, l'élaboration, la conception et l'écriture d'un texte normatif, c'est quelque chose qui est fondamentalement collectif. Ça peut paraître assez basique, mais le fait que plein d'acteurs de sphères différentes et d'intérêts différents travaillent sur un même objet, ça en fait un objet particulier. En fait, il y a plusieurs stratégies pour que des acteurs qui ne veulent pas la même chose arrivent à se mettre en accord petit à petit et puis construisent un objet ensemble qui correspond à la volonté de chacun. Alors, les ordinateurs. Je vais donner quelques exemples. La manière dont on conçoit un texte de loi, que ce soit un texte de loi, que ce soit une norme ISO, que ce soit un règlement en urbanisme, et puis ensuite on va aboutir sur l'accord de la COP21. Comme il a été décrit toute la matinée, le texte de loi passe par plusieurs étapes jusqu'à qu'une forme stable se dégage. Et puis ensuite, on passe par les parlementaires, etc. etc. Et puis on s'aperçoit que la consultation citoyenne, finalement, même quand elle est aidée par un service numérique, elle apparaît à un tout petit moment, infime. Cette participation dans l'élaboration des règlements en urbanisme, elle est également infime. Même si elle est promulguée en exemple, en volonté, on regarde qu'en fait, l'urbaniste, lorsqu'il élabore un règlement, un plan localisé, par exemple, il va, dans un premier temps, aller sur un terrain, il va comprendre ce terrain, prendre les contributions de chacun, et puis ensuite, il va devoir les synthétiser en une forme d'un texte. Et ensuite, cette étape faite, où il a réussi à synthétiser le discours des gens, il va devoir le passer devant tous les services de son administration, qui vont également poser des contributions. Et finalement, on se retrouve avec tout un tas d'acteurs qui interviennent sur l'objet et les citoyens qui sont intervenus au tout début du processus ont une infime contribution. Dans le cadre des standards ISO, c'est un peu la même chose. On s'aperçoit qu'un standard ISO, généralement, vient à la volonté d'une organisation qui représente un pays, et puis qui va proposer un type de standard sur un domaine donné. Et puis ensuite, tous les pays vont, encore une fois, et ce qui est très drôle, c'est de voir comment ils le font, quels services informatiques ils utilisent pour le faire, vont poser leur avis sur la question et puis construire petit à petit une forme consensuelle de standard. Ils utilisent, pour la petite anecdote, ils utilisent un tableur Excel généralement, ce qui permet de voir qu'il y a une forme de limite de compréhension de l'information et de quelles sont les potentialités des services informatiques pour construire des accords sur des objets précis. Alors, on va en venir maintenant à l'accord sur la COP21, si vous le permettez. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Timothée Urbach et Clément Salé, qui ont participé chacun à leur manière à l'élaboration de l'accord de Paris. C'est vrai. Pour la petite histoire. Pardon ? On va en discuter. Donc, je vais laisser dans un premier temps se présenter. Timothée, je te laisse la parole. Timothée, tu as participé, toi, à écrire quelques articles. Pour la petite histoire, on a fait pas mal d'entretiens avec Timothée pour déployer le processus et j'aimerais qu'il nous raconte un peu tout ça. Ok, bonjour à tous, Timothée Urbach en effet, je travaille désormais à l'Agence française de développement, mais si je viens ici vous parler aujourd'hui, c'est dans le rôle qui était le mien préalablement, entre 2013 et 2017, j'ai travaillé pour la diplomatie française, donc pour le Quai d'Orsay, donc au cœur des négociations et de la fabrique de cet accord. Je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'aille, mais je peux peut-être décrire un petit peu dans un premier temps mon rôle, ce que j'ai pu y faire, et puis commencer à embrayer un peu sur des choses qui ont pu être dites ce matin ou ce que tu viens de dire. Antoine, je voudrais te remercier et également remercier
la Cité du Design et les collègues qui m'ont invité ici à parler aujourd'hui, avant de commencer. Donc j'étais diplomate, je ne le suis plus actuellement, et je travaillais au sein d'une équipe interministérielle. Moi, je travaillais pour la diplomatie française, mais on avait d'autres collègues d'autres ministères. Il faut savoir que ce processus de construction de l'accord de Paris, il est avant tout intergouvernemental. On part d'un accord onusien et on est régi par les règles de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ça, c'est pour cadrer un petit peu la suite des discussions et comment est-ce qu'on a travaillé. Moi, spécifiquement, je travaillais en charge des relations bilatérales avec les pays les moins avancés, les petits États insulaires. Donc ça, c'est en charge de différentes relations vraiment bilatérales avec ces États. Mais je travaillais aussi sur des sujets bien spécifiques qui désormais sont des articles de l'accord de Paris, 3 spécifiquement sur l'adaptation, les pertes et préjudices et le renforcement de capacité. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est vraiment le processus de construction et comment est-ce qu'on arrive à avoir un accord qui fait 28 pages alors qu'on est sur des sujets qui sont extrêmement sensibles, des sujets qui sont à la fois politiques, environnementaux, économiques, parfois même avec des considérations qui peuvent être philosophiques, et de la difficulté de se mettre autour de la table et d'arriver à construire et à designer quelque chose qui à la fin fait 30 pages et sur lequel on est tous d'accord. Comment ça se fait en 2 mots, et puis après je laisserai la parole à Clémence. C'est vraiment des échanges très réguliers avec un processus extrêmement formalisé de discussion, encore une fois, intergouvernementale, et puis je parlerai peut-être dans un second temps de la société civile ou des sociétés civiles avec un S. Mais vraiment là, pour la partie gouvernementale, intergouvernementale, on a un processus de négociation qui est très bien calé, très onusien, avec des facilitateurs de séance, des présidents de séance, des prises de parole par rotation, avec un système où il faut lever son petit chevalet, son petit drapeau pour prendre la parole, et interagir à la fois sur les concepts et sur ce dont sur le processus parfois, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, sur les concepts, et puis quand on commence à un petit peu pousser et avoir suffisamment de densité et de matière, à commencer à rédiger proprement dit avec, peut-être que vous êtes familier avec ces questions des crochets, où en fonction des pays, les pays proposent des propositions, et ces propositions, si elles sont acceptées par tout le monde, c'est directement dans le texte, sinon on met des petits crochets, des petits brackets, comme on dit en anglais, pour symboliser que c'est une option, et ces options sont petit à petit, on va essayer collectivement de réduire le nombre d'options pour obtenir un texte qui est consensuel pour tout le monde. Donc ça, c'est un processus très formel, je peux revenir là-dessus si besoin ou s'il y a des questions. Mais en parallèle de ce processus, encore une fois très onusien, multilatéral, on a tout un processus qui est informel, dit d'ailleurs avec ce qu'on appelle nous dans le jargon des diplomates des informels, qui peuvent être à un niveau très technique tel que le mien sur des sujets bien précis, ou à un niveau plus politique, stratégique avec des ambassadeurs ou des ministres, ou un certain nombre de personnes, mais qui vont être censées représenter l'ensemble des gouvernements de cette planète, avec donc des porte-paroles, des porte-voix et des coalitions et des alliances, pouvoir dialoguer de manière, encore une fois, plus informelle, avec des règles un petit peu différentes. Ce qui se dit dans la salle ne sort pas forcément à l'extérieur, il n'y a pas forcément de traces écrites de qui a pris la parole pour dire quoi. Mais ça permet d'aller un petit peu plus loin, de pousser, encore une fois, les discussions, de pousser les négociations et de sentir quelles sont les marges de manœuvre des uns et des autres pour arriver petit à petit à trouver l'équilibre qui est le souhait de chacun et le mandat, en tout cas, qui nous était donné en tant que présidence de cette COP21. Quelque chose que j'aurais pu dire en introduction, et puis j'arrête là pour le premier tour de parole, c'est que, vous savez peut-être pas, mais les COP, donc c'est des processus itératifs. On est cette fois à la 24e, ça veut dire qu'il y a déjà eu 24 COP, des conférences des parties, ça veut dire en anglais, qui se font avec une présidence qui est tournante, une rotation au sens des Nations Unies. Et en 2015, donc, la France, enfin 2015 et 2016 d'ailleurs, la France a eu la chance et le privilège d'avoir cette présidence qui lui confère un rôle particulier, puisqu'elle va pouvoir être le médiatrice de l'ensemble des participants à cette conférence. Donc non seulement une responsabilité en tant que hôte, d'accueillir tout le monde, de faire en sorte que tout se passe bien, et puis surtout la responsabilité de déboucher sur un accord à la fin des 15 jours, enfin non pas des 15 jours de négociation, à la fin des 15 jours de négociation de la COP21, mais à la fin de tout un processus qui en fait a pris naissance après l'échec de Copenhague. Donc c'est un processus vraiment long pour obtenir un accord, c'est quelques années et de nombreuses heures de travail. Merci Timothée. Je pense qu'on reviendra sur l'accord et comment il s'est formalisé et
qu'est-ce qu'il a produit aussi. Je vais ensuite introduire Clémence Allais. Si tu le permets, Clémence, avant que tu te présentes, on peut lancer la vidéo du théâtre des négociations, sur lequel tu as participé. Bah oui, c'est très bien. Comme ça permettrait d'avoir une meilleure introduction. Ça sera mon travail d'amener le résultat, le vôtre, à eux. Je vais leur dire, regardez, si on faisait comme ça. On va parler de la vision qu'on a de l'économie en général, en 2030 ou en 2050, de façon à ensuite s'occuper de la conséquence lointaine qui est la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc le climat. On veut du concret, attention. Ah, on veut du concret? C'est vraiment ta journée en 2050 quand tu te lèves le matin. Combien d'enfants? Comment tu les amènes à l'école? Qu'est-ce que tu leur donnes pour leur petit-déj? I'm pretty sure you agreed to that earlier this morning because that line hadn't changed. Did it? Yeah. Wait, what? But India was going to agree to the agreement. I don't understand. For the moment, we are doing nothing, okay? We are the generation of climate change. We will suffer it. We have the responsibility to act, not just as delegates, not just as functions, but also as individuals. I don't know what can we do of this? Merci. Donc nous avons affaire là à une forme de fiction de COP21 fictive, en fait, qui avait pour ambition aussi d'interagir avec la vraie. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail Oui, bien sûr. Donc voilà une belle introduction un peu épique par rapport à ce projet, qui était un projet très complexe, mélangeant de nombreux acteurs. Disons que, pour commencer, c'est un projet qui s'inspirait de ce qu'on appelle les simulations de l'ONU, des exercices qui sont utilisés très souvent, surtout au sein des universités américaines et puis de plus en plus aussi dans les universités françaises et internationales, où on propose à des étudiants en affaires publiques ou de toute autre discipline, en droit, de prendre le rôle pendant une semaine, un jour, quelques temps, des négociateurs sur telle ou telle conférence internationale, tel ou tel processus de négociation, avec l'hypothèse de dire que quand on joue ce rôle et quand vraiment on rentre à l'intérieur de la peau du négociateur, on comprend beaucoup mieux par expérience, par pratique, ce que ça signifie de négocier avec ensuite des délégations du monde entier, disons dans la vraie vie, sur ces vraies scènes, et donc d'avoir une compréhension plus pratique, plus axée sur l'expérience et sur la sensibilité de la façon dont les processus s'élaborent et se déploient sur les scènes internationales dans l'espace public. Parce que, on le disait tout de suite, les COP sont des expériences collectives qui mettent en place beaucoup d'acteurs et qui sont très difficiles à suivre parce le premier public des COP, ce sont les négociateurs eux-mêmes qui sont déjà en train de chercher à négocier, à parler, à communiquer à travers donc, des formats, des textes, des préceptes tout à fait pragmatiques pour essayer d'arriver à ces négociations-là. Et donc c'est parfois très difficile pour un public extérieur de comprendre ce qui se passe dans ces espaces et d'y accéder, d'y percer, déjà parce que c'est déjà difficile pour les négociateurs eux-mêmes d'élaborer, de développer, de déployer ces langages, ces formats, ces modes de parole pour pouvoir parler, enfin pour pouvoir essayer de s'entendre sur une question. Donc Make It Work, l'événement que vous venez de voir, moi j'y ai participé en tant que chercheuse. J'ai élaboré le processus de recherche de cet événement. C'est un événement qui a été... C'était une commande donc, de Laurence Toubiana d'un côté et de Bruno Latour de l'autre pour essayer de donc, appliquer cet exercice de simulation
à la COP 21, mais cette fois-ci en avance, c'est-à-dire 6 mois avant la COP de Paris. Cette simulation a eu lieu pendant 1 semaine dans un théâtre, au théâtre d'Enterre-Amandier, et elle a été organisée par Sciences Po Paris. Donc ça donne un peu une idée déjà de la complexité des acteurs qui étaient impliqués. À l'intérieur de ces acteurs, donc à l'intérieur de Sciences Po, ce sont des étudiants en affaires publiques qui ont pris le rôle du secrétariat, qui ont recruté 200 étudiants pour venir jouer le rôle des négociateurs de la COP21. Et à côté, il y avait aussi le programme d'expérimentation en art politique de Bruno Latour, donc un groupe d'une 30aine d'artistes, disons, avec des pratiques avérées depuis de longues années, qui, eux, ont mis en place la dramaturgie et la scénographie de l'événement. C'est un événement, du coup, qui était à cheval entre une simulation classique et un laboratoire expérimental en art politique, où tous les acteurs ensemble ont essayé de s'entendre et de négocier sur des règles qu'on pourrait injecter à l'intérieur d'un processus de simulation classique, des règles souvent issues des sciences humaines ou du monde des arts politiques, et voir si ces nouvelles règles et ces nouvelles procédures permettaient de déplacer la négociation, l'emmener ailleurs que sur les terrains, disons, bloqués, en tout cas du point de vue de la société civile, de cette sensation de blocage des négociations depuis Copenhague. C'était donner un espace expérimental pour voir s'il était possible de déplacer l'accord et de l'amener dans d'autres horizons. Donc ces règles, par exemple, c'était de dire les COP accueillent disons, le fonctionnement des COP, c'est à partir, comme on le disait, c'est un fonctionnement intergouvernemental. Donc ce sont des États, des représentants étatiques qui négocient à l'intérieur de ces espaces. Dans Make It Work, dans la simulation, la moitié des délégations étaient toujours gouvernementales et donc représentaient les États qui ont le plus grand rôle à jouer en général dans ces espaces. L'autre moitié étaient des délégations non nationales. Donc ces délégations, par exemple, des océans, des forêts, de l'Arctique, du pétrole qui n'a toujours pas été exploité, des populations indigènes, et j'en passe. Donc je pense qu'il y avait environ une douzaine de ces délégations. Ces délégations étaient elles-mêmes formées de 5 entités. On appelait ça entités, mais en fait, en vrai, ces entités, c'était des étudiants, donc des personnes, les négociateurs. Et chacune de ces entités, parfois, représentait des acteurs humains, c'est-à-dire l'ambassadeur de France ou l'ambassadeur des États-Unis ou tel secrétaire d'État. Mais d'autres étaient représentés aussi, par exemple, les pêcheurs, les associations de pêcheurs dans tel État, ou bien Monsanto, ou bien, disons, des acteurs qui sont, comme on discutait tout à l'heure avec Timothée, finalement déjà présents souvent dans les COP, mais cette fois-ci, on leur a donné un rôle symétrique par rapport aux autres États, en considérant que les questions climatiques ne sont pas des questions qui finalement peuvent se négocier au niveau national, c'est-à-dire les questions écologiques sont avant tout non frontalières, elles dépassent les frontières, les transcendent, donc essayons de mettre des représentants qui ne viennent pas représenter des frontières, mais qui viennent représenter des entités, des êtres touchés par ces questions et qui sont directement impliqués et qui donc devraient être directement impliqués dans le processus de négociation. Donc ça, c'était le cadre formel. C'était un événement du coup qui met beaucoup de choses s'y passaient, beaucoup d'acteurs différents. Le théâtre, par exemple, voulait que ce soit un événement théâtral. Sciences Po voulait que ce soit un événement qui apprenne aux étudiants en affaires publiques à négocier. Les étudiants voulaient à la fin arriver à un délivrable qui puisse être lu et entendu par Laurence Toubiana, car Laurence Toubiana a proposé aux étudiants, en réfléchissant un texte qui s'articulait autour de la notion de vision et de trajectoire. La promesse, disons, était que si les étudiants faisaient un bon travail, entre guillemets, ce texte serait ensuite regardé à l'intérieur des vrais COP. Et Bruno Latour, qui lui proposait de réfléchir vraiment à ses propres hypothèses en sciences sociales, c'est-à-dire de casser complètement les frontières traditionnelles entre nature, culture et objets nationaux et non nationaux. Donc, tout un panel de réflexion, un laboratoire d'1 semaine pour des étudiants et une tentative, disons, une proposition de réflexion concrète autour de ces questions. Tout à l'heure, on en discutait d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu effectivement des interactions entre la fiction à laquelle tu as participé et une autre forme de fiction à laquelle toi, tu as participé ? Donc c'est la question que moi je voulais poser à Timothée, parce qu'en fait, finalement, ce projet a été
a eu à la fois énormément d'écho, il a créé beaucoup de trajectoires au sein même des étudiants qui ont vécu cet événement. Donc je pense qu'en fait son effet principal, ça a été d'animer des étudiants, de former des réflexions à l'intérieur de ces étudiants qui les ont ensuite portés dans différents espaces de la société civile. Mais on n'a jamais vraiment pu savoir quel a été l'impact, entre guillemets, de cet événement directement sur la COP. Mais donc, a priori, comme on en discutait tout à l'heure avec Timothée, il y a des étudiants qui ont fait le lien par présence, en fait, par médiation individuelle et directe. Non seulement des étudiants, mais aussi donc Laurence Tubiana, qui était notre ambassadrice en charge des négociations pour le changement climatique, sur le changement climatique. Donc oui, ces interactions, elles se font dans ta vidéo que je ne connaissais pas. J'ai reconnu quelqu'un qui est devenu un collègue après, en 2016-2017, qui prenait la parole. Donc oui, il y a une perméabilité. Mais si je peux élargir un tout petit peu, je pense que l'exemple que vient de proposer Clémence, il est extrêmement intéressant. Au sens large, les sociétés civiles, aussi diverses qu'elles soient, on a, nous, côté gouvernement, parce qu'à l'époque j'étais côté gouvernement, essayé de les écouter au maximum. Il y avait beaucoup d'initiatives, hein, que ce soit les gens qui ont des entreprises, les scientifiques, les ONG, les artistes. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses qui se mettaient en place. Et c'était extrêmement foisonnant, extrêmement stimulant pour nous d'avoir toute cette diversité d'acteurs qui se mobilisaient sur une cause à laquelle qu'on allait défendre, à la question des changements climatiques. La manière dont on a essayé d'y répondre, et c'est pas simple, hein, de répondre aux différentes attentes, ne serait-ce que d'avoir une oreille attentive et une écoute de la diversité des messages qui peut nous arriver, c'est d'essayer d'être aussi ouvert que possible, d'essayer de répondre à toutes les sollicitations qui étaient les nôtres. Et on l'a fait avec des rencontres régulières à différents niveaux, encore une fois, différents étages, hein, du ministre jusqu'au négociateur. On l'a fait dans différents cadres, mais il faut prendre en considération que ce qu'on cherchait là, c'était quelque chose encore une fois, universel. Et donc, du coup, il fallait qu'on ait non seulement une écoute, nous, à Paris, envers toute la diversité des actions qui se faisaient à Paris et en France, mais ce qu'on a essayé aussi de développer, et je pense que c'est assez intéressant de le dire, c'est avec la force du réseau diplomatique français, d'ouvrir aussi les ambassades, les instituts français, les instituts de recherche, pour faire qu'il y ait des lieux de débat. Et tout à l'heure, on parlait de la perméabilité des négociateurs à tout ce qui les entoure, ou de l'imperméabilité en fonction des pays, en fonction des acteurs, des individus. Hein. On a essayé d'ouvrir au maximum ce dialogue de manière à ce qu'on puisse inviter à une table ronde de négociateurs, je ne sais pas moi, indiens ou du Bangladesh ou des îles Maldives, à l'Institut français, par exemple, local, à New Delhi, pour qu'ils puissent interagir, écouter, débattre avec les représentants qui étaient dans la salle et qui souhaitaient potentiellement représenter les pêcheurs ou potentiellement représenter le lobby du pétrole qui est encore sous terre. Donc je pense que d'une certaine manière, ce que vous avez modélisé, ce que vous avez mis en scène, parce que c'est vraiment du théâtre dont il s'agit, et d'une certaine manière, je pense qu'on peut faire un parallélisme avec le jeu de négociation. Hein. C'est une mise en scène que nous-mêmes, on se met en scène quand on prend la parole en face d'un public. Il a existé et on a essayé, nous, à notre niveau, de l'encourager. Peut-être une dernière chose que je dirais là-dessus, on a une forme un petit peu hybride entre un processus tel qu'on l'avait vécu à Copenhague, qui était très top-down. Tout à l'heure, un des intervenants précédents parlait d'ascendance et de descendance. Et donc là, ce qu'on a essayé de faire, nous, de bâtir sur, entre guillemets, l'échec de Copenhague précédent, qui était très top-down, hein, c'était une impulsion politique et quasiment uniquement que politique, plus haut de l'État, le plus haut sommet de l'État. Et là, on a essayé d'encourager ce bottom-up, hein, des choses beaucoup plus ascendantes, et d'essayer que ce foisonnement d'idées, de force, de traction, d'impulsion, il puisse donner une ambiance, déjà, qu'on a pu obtenir. C'est quand même pas simple de se réunir au Bourget. Hein, vous connaissez, ceux qui connaissent le Bourget, c'est pas forcément un lieu très sexy, hein, quand on est 40 000 pour aller négocier un accord. Mais néanmoins, les forces en présence et les différents événements, encore une fois, de l'artistique au plus scientifique, il y a eu une multitude de choses qui ont été faites en amont et pendant la COP21. Ça a permis, je pense, cette espèce d'émulation collective qui, in fine, nous amène dans des conditions favorables, nous, négociateurs, et les décideurs politiques, qui sont ceux qui font les choix des différentes options, qui sont les options les plus sensibles politiquement. Oui, mais du coup, pour moi, ça me résonne vraiment avec deux points importants, mais qui sont liés en fait finalement l'un avec l'autre. Le premier, c'est le rapport au public, parce qu'évidemment, nous, on était dans un théâtre, donc on a en gros appuyé sur la corde. Ceci est une représentation,
Et donc, ceci est un jeu de rôle, et en même temps avec son rapport désiré avec ce réel qui était jamais loin, parce que le réel était un peu cette carotte, c'est ce qui poussait les étudiants à vouloir absolument écrire un texte à la fin. On aurait pu imaginer que les étudiants choisissent de suspendre et de dire on ne rendra pas de texte, mais ce rapport au texte, au délivrable, au résultat, au rendu, est resté ce qui a tenu et leur a permis d'accepter les nuits blanches et de continuer à travailler finalement au même rythme que les négociateurs habituels. Mais donc, vu qu'on était dans un théâtre, au théâtre Nanterre-Amandier, qui a une inscription territoriale tout de même importante sur la ville de Nanterre, a voulu au maximum, nous et le théâtre ont voulu au maximum essayer de trouver des façons de mettre cet événement en rapport avec le public. Et je pense pouvoir ne pas me tromper, et que à peu près tous les acteurs seront d'accord avec moi, de dire que, à part la communication sur l'événement et le fait que l'événement ait été entendu par la suite, nombreux, mais plutôt dans les textes, grâce aux vidéos, aux journaux, dans l'immédiat, le public n'avait pas accès à ce qui se passait à l'intérieur du processus de négociation. C'était même pour les chercheurs et les artistes et qui connaissaient parfaitement l'événement sur le bout des doigts, très difficile de se glisser dans la négociation entre l'Indien que vous voyez, enfin représentant de l'Inde avec son négociant adverse, et de comprendre de quoi ils parlent, d'où est-ce qu'ils en sont dans le texte, dans leur processus. Il aurait fallu être une petite souris et se glisser dans absolument toutes les conversations. C'était très difficile de rentrer dans le langage qui se déroule en assemblée plénière, et donc sur quoi négocions-nous à l'intérieur d'un amendement, que signifie le retrait ou l'ajout de crochets à tel ou tel endroit. Je pense qu'on a besoin d'être, même avec une certaine maîtrise du texte, on a besoin d'être dans le rôle de la personne pour comprendre l'implication de tel ou tel mot sur la suite des événements. Donc, on avait des publics et une mise en scène qui se voulait la plus ouverte possible, dans des garages avec du mobilier amovible et puis des estrades pour que le public puisse passer, et des médiateurs qui étaient là. Mais malgré tout, j'ai entendu très peu de personnes d'un public extérieur qui m'ont dit ensuite, bien sûr, j'ai compris, j'ai tout compris. On comprenait la scène, la mise en scène, l'ambiance et l'endroit, mais on ne comprenait pas les détails. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui pourrait être considéré comme un échec, pour moi, en fait, est finalement très représentatif de ce qui se passe exactement au Bourget. Au Bourget, il y a cette espèce de cloisonnement entre la salle bleue des négociations, la société civile, qui est obligatoire pour pouvoir travailler, parce que ce qui se passe n'est pas de la documentation publique, c'est un travail, c'est l'emploi de termes et de textes au nom du texte et pour pouvoir faire en sorte d'en parler. Mais ce rapport au public est finalement presque inextricable et indispensable. Et du coup, je me demandais votre expérience par rapport à ce gouffre entre ce qui se passe avec la société civile au Bourget et ce qui se passe à l'intérieur des négociations. La manière dont on a essayé d'y répondre, parce que forcément, il y a des attentes énormes. Hein. Et là, on parle des sociétés civiles, mais il y a aussi les médias qui n'y comprennent souvent pas grand-chose, parce qu'on est dans des négociations extrêmement techniques, extrêmement pointues, bien souvent. Et c'est pas évident de rendre compte régulièrement des avancées quand il y a des avancées. Juste à titre indicatif, hein, quand on parle de négociations pour obtenir l'accord de Paris, c'est un mandat qui nous est donné, qui est donné à la communauté internationale en 2010-11. Et donc on met 4 ans à obtenir un texte qui petit à petit donne les 28 pages finales. Mais quelques mois avant, en 2015, début 2015, on a encore une centaine de pages sur la table. Donc c'est compliqué, je veux dire, la matière avec laquelle on joue. Hein. Enfin, on joue. Pas un jeu. Et juste à titre d'exemple, on a quasiment 12 semaines de négociations formelles, ça veut dire 3 mois. Tous les négociateurs autour de la planète, ils sortent de chez eux et pendant 3 mois, ils vont dans des hôtels ou dans des centres de conférences pour négocier les documents. Alors comment est-ce qu'on essaye de vulgariser, sensibiliser, écouter et montrer que ça avance, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des négociations onusiennes, c'est beaucoup de nuits blanches et pas beaucoup d'avancées. Hein. Très souvent, c'est quand même assez frustrant comme processus quand on est au cœur du réacteur, mais néanmoins, ça permet d'avancer. Donc pour essayer de répondre à cette c'est même pas une demande, hein, on sentait bien qu'il y avait un besoin, ne serait-ce que pour nous, d'être le plus transparent possible sur comment on arrivait à faire avancer les choses. Eh bien, on a notamment en deuxième semaine, je ne vais pas rentrer dans le formalisme des négociations, mais quand on prend formellement la présidence, qu'on récupère de coprésidents qui ont été élus et nommés par les gouvernements. Donc ça, c'est en deuxième semaine de la COP21.
régulièrement, non seulement il y a des points presse qui permettent de valoriser les avancées, mais surtout on ouvre les séances plénières où en fait au final il n'y a pas de négociation dans les séances plénières, il y a juste des prises de parole répétées de personnes. Mais nous en tant que présidence, on fait des, je ne sais pas comment on traduit stock take, enfin des points d'étape, des points d'avancée quotidiens pour permettre à tout le monde de sentir un petit peu où est-ce qu'on en est et comment on avance. Encore une fois, on ne peut pas tout dire. Enfin, c'est pas encore une fois, hein, je ne l'ai pas encore dit. On ne peut pas tout dire, il y a des choses qu'on garde dans des behind closed doors, comme on dit. Mais néanmoins, on essaie d'être le plus transparent possible et le plus inclusif dans la manière dont on avance et l'état des avancées et où est-ce qu'on va. C'était important, tout à l'heure tu disais la question que Laurence Tubiana a proposé d'avoir des questions de trajectoire. Non seulement c'est important dans l'accord de Paris d'avoir des trajectoires de long terme pour les économies qui sont les nôtres, mais c'était aussi pour nous important de montrer à notre échelle COP21 quelle était la trajectoire et quelle était l'attendue. C'était important de ne pas dévier de cette notion de « il nous faut un accord à la fin ». Et cet accord, ce n'est pas n'importe quel accord s'il n'est pas utile derrière. Donc il faut qu'on ait des briques à l'intérieur, les pièces du puzzle s'ajustent pour qu'on fasse quelque chose qui soit utile. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir conclure. Pour ma part, j'étais très content de pouvoir vous mettre côte à côte parce que, avec un œil extérieur, il me semblait qu'on avait effectivement affaire là à deux formes de représentation. Mais deux formes de représentation qui sont limite théâtrales, puisqu'elles ont attrait les deux à une forme de fiction. Une fiction pour aboutir à une dernière représentation, qui est l'objet textuel, qui doit être d'une représentation commune. Mais elle n'est pas commune finalement. Et justement, la question que pose, il me semble, le design des instances et que la matinée pose, et que je l'invite à explorer en continu, c'est comment faire pour sortir de ces carcans finalement. L'informatique peut aider, mais voilà, le penser en tant qu'objet, en tant que représentation peut aider justement aussi à aller plus loin et à sortir de cette logique publique qui présente quelque chose, qui reçoit quelque chose sans pouvoir totalement intervenir, au moins à la marge. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup.